Bonjour et bienvenue sur Marqueur, votre podcast 100% marketing durable, car je suis convaincue que le marketing durable, c'est le marqueur de la bonne santé des entreprises. Le marketing, c'est le cœur de l'entreprise avec la proposition de valeur, des produits ou services. Et gérer des projets marketing avec le cœur nous emmène plus loin dans la formulation d'une offre qui fait sens aussi bien pour vos clients que pour vos collaborateurs. Je m'appelle Diane Cantan et après plus de 20 ans en marketing et communication digitale, j'ai décidé de partager ces convictions en réalisant des épisodes en solo ou avec des invités où j'aborde les différents sujets de marketing durable, communication responsable, numérique responsable et plus largement des enjeux liés à la RSE. À l'occasion de Mai à vélo, quoi de mieux que de creuser les pistes de mobilité durable en entreprise ? Les villes foisonnent de pistes cyclables en remplacement de voies pour voitures. Mais que faut-il pour passer le cap de la voiture ou du métro au vélo ? Alors, quelles sont les réglementations et les aides pour les entreprises et les salariés ? Quelles solutions peut-on envisager ? À quel point est-ce bénéfique pour la santé des collaborateurs ? On va creuser le sujet et pour cela, j'ai fait appel à Fabrice Bisson qui est fondateur de l'entreprise HelloCycle. Bonjour Fabrice. Bonjour Diane. Enchantée, ravie de vous accueillir ici aujourd'hui. Merci. Et de pouvoir aborder ce sujet-là. Alors c'est vrai que c'était un sujet que je voulais aborder déjà sur les années passées, on va dire, à chaque fois que je vois la com et de la pub sur Mai à vélo, c'est de dire, ah oui, tiens, est-ce qu'il y a qu'en mois de mai qu'on fait du vélo ? On aura l'occasion d'en parler tout à l'heure. Mais c'est aussi de pouvoir se dire, finalement, il y a plein de moyens de mobilité douce. C'est vrai que moi, j'ai plutôt mis l'accent sur la voiture électrique, étant en banlieue pour aller déposer les filles à l'école, pour aller les récupérer ou à droite à gauche. C'est le côté plus pratique que le vélo cargo parce qu'elles sont trop grandes pour fonctionner dans le vélo cargo. Mais pour autant, je vois de plus en plus autour de moi des gens qui basculent et qui prennent le vélo pour aller au travail dans Paris ou autre. Donc c'est un peu l'occasion d'aborder le sujet aujourd'hui et de creuser. Mais avant de creuser et de parler de la boîte, j'aimerais parler un peu de votre parcours et de dire qu'est-ce qui a fait que vous êtes arrivé à un moment donné à créer cette boîte. Ok. Donc, je suis Fabrice Bisson, j'ai 58 ans, j'ai créé HelloCycle il y a maintenant 10 ans. J'ai un parcours professionnel, donc commercial. J'ai fait 7 ans dans les fournitures de bureaux, puis 7 ans dans les chariots élévateurs auprès des industries, puis à peu près 7 ans dans la vente de GPL, et c'est là que j'ai commencé à travailler sur les économies d'énergie. Et puis j'ai basculé après sur les certificats d'économie d'énergie, où j'ai été donc directeur commercial puis directeur général. Et puis après, j'arrivais à à près de ma cinquantaine, et donc les enfants élevés, etc. Et j'avais toujours le projet de voir une évolution dans les mobilités. Donc puisqu'à l'époque je travaillais pas mal sur Paris, donc j'étais au Triangle de Rocancourt bloqué 2 jours par semaine, et je voyais qu'il y avait des voitures, une personne par voiture. Le covoiturage n'existait pas beaucoup à l'époque, et Toujours pas beaucoup plus maintenant. Voilà. Et donc je me dis mais bon, comment on peut trouver, et j'avais eu l'idée, donc la première idée du vélo assistance électrique, c'était dans les années 90, si je dis pas de bêtises, à un salon à Lyon, où j'ai vu les premiers vélos électriques pour les facteurs. Et donc là, j'ai trouvé pas mal ça, parce que je connaissais des facteurs. Moi, j'ai des amis facteurs La Poste est assez précurseur sur le sujet. Tout à fait, qui étaient en mobilette à l'époque, qui polluaient, etc. Et donc, ils sont passés au vélo électrique, et même eux qui avaient du mal au début, ils ont dit oui, c'est vraiment très bien. Et donc ça, c'était la première chose. J'avais toujours cette visibilité. J'en ai parlé à l'époque à mon PDG, mais lui qui était plus motard, etc., en me disant le vélo, non, j'y crois pas, etc. Et le deuxième flash que j'ai eu, c'est lors d'un séminaire où à l'époque on faisait des séminaires 2-3 fois dans l'année. Et là, on fait un séminaire dans le Jura, et j'avais trouvé comme activité la bonne idée de faire du vélo. Et j'annonce ça à mes troupes la veille au soir, et je me fais incendier
par mes salariés qui me disent mais mon mari m'a jamais fait monter sur un vélo, c'est pas toi qui feras monter, etc., etc. Et je vois au fond de la salle le responsable de l'hôtel qui voit bien que j'étais un peu embêté. Là, j'avais pas prévu et qui me dit j'ai une personne que je connais qui loue des vélos électriques. Est-ce que ça vous intéresse? Et je dis oui, je t'en prends. On devait être 12 ou 13 à l'époque dans la société, je sais plus. J'ai pris 5 vélos électriques, enfin tous les vélos électriques qu'ils avaient. Et donc, ce qui a permis aux gens de faire des tests, de suivre et de monter. Donc, on se passait les vélos, etc. Surtout en montagne, hein. Surtout en montagne, oui, parce que plat. Voilà, j'avais pas percuté que ça pouvait, moi qui faisais du vélo par ailleurs, j'avais pas percuté qu'il y avait des gens qui, ça a été, voilà. Ça fait, et le soir, j'étais pas un dieu vivant, mais presque. On me dit, oh ouais, super, on a testé. Il y en a même une dans la foulée qu'on a acheté un pour elle, etc. Et donc là, je me suis dit, tiens, il y a vraiment quelque chose, que c'était vraiment des personnes qui faisaient pas de vélo, enfin, qui savaient faire du vélo, parce qu'il y en a maintenant qui savent pas, mais qui savaient faire du vélo, mais qui voilà, c'était pas leur truc. Pourquoi? Parce qu'ils avaient souffert, parce que quand ils en avaient fait étant jeunes, ils se sont dit, oh, c'est trop dur, etc., etc. Et donc, d'allier les deux entre le côté, puisque c'était la même époque où je venais en voiture et que j'étais dans les embouteillages, et le côté vélo, je me suis dit, bon, il y a peut-être quelque chose à faire. Et la vie faisant, donc avec mon PDG, on n'était plus d'accord sur la politique de l'entreprise. Donc de fait, on s'est séparés. Et c'est là que je me suis dit, mes enfants sont élevés, etc. Je tente le coup. Et j'avais commencé à regarder, à étudier, parce que voilà, j'étudie un peu. J'ai vu qu'il commençait à y avoir les premières lois sur les mobilités qui arrivaient. Et là, je me suis dit, ça va être l'avenir. Donc c'était, voilà, j'ai créé en décembre 2015 HelloCycle. Donc j'ai pour habitude de dire maintenant que j'avais vu ce qu'il allait se passer. Il y a 2 choses que je n'ai pas vu venir, c'est le Covid et la guerre en Ukraine. Mais sinon, j'avais tout vu. Et ce qui risque d'arriver demain, on ne le sait pas encore. Oui, c'est ça. Mais maintenant, on s'inquiète beaucoup plus parce qu'il y a des choses qu'on n'aurait pas cru quand on était petit, quand on avait voir ça. C'est certain. Alors du coup, vous avez abordé le côté un peu législatif. C'est peut-être le moment de poser la question sur aujourd'hui les employeurs. On entend parler de forfait mobilité durable. Il y a le remboursement des frais de transport. Qu'est-ce qu'on doit savoir en fonction de la taille d'une entreprise? C'est en fonction de la taille des entreprises, déjà, au départ. En fonction, après, du lieu des entreprises, puisque après, il y a des spécificités suivant les collectivités. Si vous êtes des comités de communes ou des agglos, etc., il y a des spécificités. Par exemple, sur Paris, le remboursement n'est pas le même que sur Rouen. Ouais, nous, on est de Rouen. Donc, les obligations sont pour les entreprises de plus de 50 salariés sur un même site. Si vous avez en revanche 60 salariés, 50 sur un et 10 sur l'autre, ça rentre aussi dans le même élément. Donc ça, c'est sur les plans de mobilité que les entreprises doivent faire. Après, le forfait mobilité, c'est un remboursement de 50%. Donc des coûts de transport. Donc ça peut être à minima. Donc après, ça peut être plus, voilà. Mais et donc ça comporte dedans la voiture, le vélo, le transport en commun. Et tout autre transport, il y a même des trottinettes qui arrivent à y passer maintenant. Donc, un peu moins là sur Paris, vu que... Oui, maintenant, oui. Il y a ces éléments-là qu'il n'y avait pas il y a 15 ans. Donc, ça prend en compte tous ces éléments. Après, les plans de mobilité, ça va plus loin que le forfait mobilité. C'est que le plan de mobilité, ça oblige les entreprises, donc de plus de 50 salariés, à connaître la mobilité de leurs salariés. C'est-à-dire combien de kilomètres ils font, ils viennent comment, en train, en voiture, en vélo, etc., etc. Donc ça permet de mettre à plat et de comprendre les problématiques. Et donc ça permet, moi j'ai des clients, ils se sont aperçus que quand ils avaient des déménagements à faire ou des agrandissements, ils allaient plus aller sur un autre secteur parce que sinon ça allait plus embêter leurs salariés. Alors qu'avant, s'ils n'avaient pas fait de plan de mobilité, ça ne serait jamais aperçu. Parce que les patrons disaient, mon salarié vient, je sais pas comment il vient. Oui, il habite par là-bas, combien de temps il met, etc. Il y a même aujourd'hui des entreprises qui se spécialisent là-dedans de faire des plans de mobilité et qui expliquent que plutôt que d'embaucher quelqu'un, vous pouvez pas faire venir un autre d'un autre secteur sur cette entreprise-là, il habitera plus près plutôt que d'aller sur votre entreprise B. Donc ça, c'est des évolutions. On le voit encore, le nombre de collaborateurs qui font un peu plus d'1 heure, 1 heure et demie de transport aller et retour. C'est vrai que c'est aussi dur d'assumer sa journée plus le temps de transport. Je me souviens. Plus après la 3e journée quand on rentre et qu'on a les enfants et
le reste à gérer. Je me souviens à l'époque où je travaillais, donc j'y allais pas souvent parce que moi je travaillais sur Rouen, mais j'allais à la Défense, dans les tours de la Défense, et j'avais une assistante qui mettait 1h30 le matin pour venir 1h30 le soir. Faut être motivé, derrière. Moi je me suis dit, mais j'arriverai pas. Non, faut être motivé dans la journée. Oui, mais faut rester motivé, il faut que l'employeur ou le manager. Et donc on avait mis en place des éléments où on s'appelait, parce qu'à l'époque il n'y avait pas tous les outils qu'on a aujourd'hui, mais je lui disais, ça sert à partir de 16h, je t'appelle plus parce que je sais que tu as autre chose à penser, et c'était et c'est une organisation, et c'est vrai que les employeurs ne le savaient pas. C'est moi qui avais appris à sa chef qu'elle habitait aussi loin. Et c'est même pas, je sais même pas si elle habitait loin, en région parisienne, mais le temps de trajet était énorme. Et pour moi qui habite en province, c'est toujours différent quand on monte sur Paris. On se dit, mais comment ils font? C'est ça, le côté 10 km, ce n'est pas 10 minutes. Exactement. ça, c'est toujours la difficulté entre région et Paris. Quoique dans certaines grandes villes, que ce soit. Maintenant, vous êtes à Lyon, Bordeaux, à Toulouse, Lyon, c'est pareil. Et nous, même à Rouen, où on est petit aglo, c'est aux heures pleines, c'est la même chose. Tout le monde bouge. D'où l'idée de voir la mobilité différente. Alors, justement, qu'est-ce que propose HelloCycle? Donc HelloCycle, nous, on met à disposition des entreprises des parcs de vélos assistance électrique pour les trajets domicile-travail des salariés, les trajets professionnels et les trajets personnels des salariés. Donc c'est comme une voiture de fonction, sauf que c'est un vélo de fonction. Donc on parle de flotte automobile et on parle de flotte de vélo. Flotte de vélo, tout à fait. Donc ça, c'est quand même assez récent. Dans l'idée. Ça fait 10 ans que nous on le fait. J'ai un collègue sur Paris qui a commencé à peu près en même temps que moi. Au début, on a surtout eu des entreprises volontaires, c'est-à-dire qui avaient déjà intégré la chose et qui voulaient faire évoluer. Depuis l'après-confinement, on a beaucoup plus d'entreprises qui s'y intéressent, mais qui n'ont pas de connaissances ni de compétences dans le domaine. Il faut vraiment leur expliquer de A à Z toute la procédure à mettre en place. Et alors, qui vous contacte justement? Est-ce que c'est les ressources humaines? Est-ce que c'est le DG? Est-ce que parce que tout dépend de la taille de la boîte, c'est les services généraux, c'est le DAF. Le DAF en dernier lieu, c'est toujours lui qui décide. D'accord. C'est lui qui signe. C'est lui qui signe. Voilà, qui valide les prix. Donc, mais j'ai très peu affaire à eux. Non, après sur les PME, c'est les patrons qui délèguent aux assistantes. Souvent le RH. Après, on monte au RH ou RSE. Il y a même eu d'ailleurs une période, là ça commence à se calmer, où c'était marketing RSE, donc c'était des gens du marketing qui faisaient voilà, c'est pour ça que je vous le disais. mais on s'aperçoit que quand c'est dans ces domaines-là, dernièrement depuis 2 ans, je fais des offres CDRH, et voilà, ils le voient d'un côté RH. Donc on a une obligation. Avantage destiné aux collaborateurs. C'est vu comme un avantage social supplémentaire. Voilà, exactement. J'ai aujourd'hui, moi, des entreprises qui me disent qu'ils l'intègrent même dans leurs annonces quand ils recherchent des collaborateurs. D'accord. Ils marquent vélo de fonction. Pour ceux qui sont dans les grandes villes. J'ai encore jamais vu d'offres d'annonces. Sur Paris, j'en ai déjà vu. C'est vrai. Il faut que je sois plus attentive. Dans les grandes villes, j'en ai vu sur Bordeaux, sur Toulouse, où ils mettent, à partir du moment où vous avez une personne qui habite en ville et veut travailler en ville, et c'est ce qui permet aussi au plan de mobilité de s'apercevoir de ça. Moi, j'ai un client qui s'est aperçu qu'il avait un salarié qui avait une problématique. Il venait en voiture à 10 ou 15 km là, de Rouen, et il avait toujours une problématique pour se garer. Il n'y avait pas de parking dans l'entreprise, ils sont dans plein centre-ville, etc. Et que le salarié, il fallait toujours qu'il se démène pour trouver une place, et qu'il fallait qu'il s'organise. D'arriver un quart d'heure avant pour pouvoir tourner autour. Exactement. Et en fin de compte, on a dit, si on te donne un vélo de fonction, est-ce que il a dit, les jours où je peux, je le fais. Entre le vélo de fonction, le télétravail maintenant qui est aussi rentré, voilà, il a dit, ok, je viendrai qu'une fois en voiture, et le reste. Sauf qu'on peut se poser la même question. Le vélo, il faut bien le garer quelque part. C'est déjà plus simple de garer. Ça prend moins de place, je suis d'accord. Vous pouvez encore le garer dans la rue. Après, pour l'anecdote, j'ai eu une société, donc juste après le Covid, une société parisienne, dont je dirais le nom, qui est avenue des Champs-Élysées, et qui me demande un devis pour 92 vélos électriques. Pas mal. Mais après, faut les stocker sur les champs. Et c'est ce que je lui ai dit. J'ai dit, mais vous avez un non. Je lui ai dit, mais 92 vélos électriques, vous allez les mettre où? Ah oui, on n'y avait pas pensé. Voilà. Et c'est tous ces éléments-là. Il n'y a pas vraiment de sous-sol. Ils n'avaient pas de sous-sol, voilà. Accès parking.
Et puis sur le trottoir, et puis voilà, et il s'était 92. dit, comme c'était juste là, on était juste après le Covid, oh, et maintenant tout le monde va en vélo, mais j'ai leur expliqué que c'était pas, ça se gérait pas pareil. Et Alors donc, c'est quoi les solutions justement pour il y a les entreprises qui peuvent avoir une cour et auquel cas on peut le mettre dans la cour en extérieur ou à côté du parking ou... La solution, c'est d'enlever une place de voiture. Ok. Dans une place de voiture, on en met combien de vélos? Suivant comment vous allez de 4 à 10, suivant comment elle est installée. Okay. Donc, à partir du moment où vous avez eu 3 personnes ou 4 personnes qui disent OK, je veux bien, vous avez gagné une place de voiture. C'est un des éléments sur certains clients où ils sont allés sur la recherche du vélo simplement parce qu'ils avaient plus de place de parking. Et j'ai un de mes plus gros clients, ça a été le départ. Là, ils se sont posé la question comment on peut faire. Et il y a une personne qui a dit si on mettait des vélos. Donc on va faire un sondage en interne, etc. Et on a commencé par 30 vélos et on est à 80-100 vélos aujourd'hui. Et en fin de compte, au bout de 50 vélos, ils sont aperçus que c'était rentable. Ça coûtait moins cher que de mettre des places de parking. À ce point-là, par rapport à la location. Oui, une place de parking sur Paris, c'est 1500 €. Mais l'idée de départ était de dire voilà, on est sur un site protégé, on peut pas agrandir, on peut pas faire ce qu'on veut. On a de plus en plus de salariés. Comment on peut faire pour oui, il faut donc ils ont fait le covoiturage, ils ont testé des tonnes de choses et puis en se disant on peut mettre aussi des vélos. Alors, si on n'a pas la place de parking, moi, je sais que j'ai un client, en fait, c'était des accroches au mur, comme ça, où on peut en mettre à l'entrée, quelques vélos comme ça. Sinon, il faut essayer de s'arranger avec le gardien dans l'immeuble, si c'est un immeuble avec plusieurs entreprises, et de se dire, au niveau de l'accueil, est-ce qu'il y a tout à fait. Une zone soit de cave ou une zone accessible, ce qui est pas forcément évident. Après, comme on est sur des vélos électriques, il y a forcément la question de la recharge. Tout à fait. Enfin, il y a deux choses. Il y a le vol, j'aurais tendance à dire, et la recharge. Okay. Le vol, on va pas se voiler la face, il y en a. Tous nos vélos sont équipés d'office de 2 antivols. Vous avez un antivol sur le cadre, un antivol pour vous attacher à un arceau. Ça évite une grosse partie des vols, mais on a quand même des vols, pour être clair. Après, sur la partie recharge, à partir du moment où vous mettez les vélos en vélo de fonction, c'est le salarié qui gère la recharge. Nous, on équipe les vélos avec des batteries 13 ampères, donc vous pouvez faire 80 km sans recharge. Donc, le salarié a le temps de rentrer chez lui. C'est ça, normalement, ça fait l'aller et le retour. Ça fait toujours l'aller et le retour. C'est qui gère sa charge chez lui, potentiellement. Voilà. Et ça, c'est quoi? C'est une recharge prise directement comme sur un ordinateur. Vous avez un petit chargeur. Prise secteur. C'est une prise secteur normale. Pas besoin d'installation. Non, du tout. C'est une prise secteur. C'est pas comme les voitures. Il y a pas, voilà, c'est la prise secteur normale. Et vous rechargez votre vélo suivant entre 5 et 6 heures. La recharge est complète. Sur la nuit. Sur la nuit. Donc une nuit, ça suffit. Et au final, les clients, parce que vous avez des clients, alors, et le cycle est à Rouen, mais en même temps, il y a des clients un peu de partout. Oui, en nous, France. on travaille, on est sur un gros quart nord-ouest, on va de Lille, en gros, Lille, Amiens, Paris, on descend Nantes, Rennes, on fait la Bretagne, donc on va jusqu'à Brest. Là, on commence à être sur des dossiers sur Bordeaux. Et à chaque fois, nous, on trouve localement un sous-traitant qui gère les parcs de vélo. Donc, qu'est-ce qu'il fait ce sous-traitant en gestion? Il fait tous les entretiens préventifs. Donc, notre politique à nous, c'est de faire des entretiens préventifs. Déjà, on a choisi un type de vélo. C'est la société Arcade, donc un fabricant français qui est à La Roche-sur-Yon, qui travaille surtout avec les collectivités et les loueurs. Donc c'est du vélo robuste, qui est fait pour être loué. Et nous on oblige donc nos sous-traitants, on a une charte en interne, on oblige nos sous-traitants à faire un entretien tous les 3 à 4 mois minimum, entretien préventif. Après j'ai certains clients, on va passer toutes les semaines suivant les volumes, mais au moins d'office, dans le loyer est compris cet entretien. Et donc l'entretien est fait sur site de l'entreprise, et donc après on organise ensemble le rendez-vous, et en gros c'est une demi-heure par vélo passé, le technicien visionne tout, et s'il y a des pièces à changer, ils nous demandent des pièces, et c'est nous qui gérons les stocks de pièces, et on leur délègue une partie du stock de pièces. Et aujourd'hui je dois avoir 12 ou 13 sous-traitants un peu partout en France. Donc ça permet de gérer une grande partie et en même temps de se dire toute cette gestion
du vélo et de l'entretien du vélo, Ouais. vous êtes serein à dire il gère. Tout à fait. L'entreprise. Et en même temps, l'entreprise, l'employeur et l'employé sont sereins parce qu'il n'y a pas à aller courir le week-end, Exactement. vérifier quoi que ce soit. Exactement. Tout est fait chez eux. Et c'est pour ça qu'on fait, nous, toujours du préventif. Parce qu'un vélo, c'est des vis et des boulons. Hein. C'est pas plus compliqué que ça. Après, ça, avec les vibrations, ça peut bouger. Donc, il y a toujours un panier à resserrer. Hein. Et ça prend pas longtemps. Mais il faut que ça soit fait regonfler les pneus. Je suis effaré de voir des gens qui font du vélo avec des pneus sous-gonflés. Et donc, ce qui fait qu'il y a des crevaisons. Donc, nos vélos sont équipés de pneus anti-crevaison. À partir du moment où ils sont bien gonflés, ils crèvent pas. Hormis de tomber vraiment sur une pointe, mais c'est une chose qu'on voit comme de moins en moins. Mais la culture de l'utilisation d'un vélo, il y a encore beaucoup à faire. Je pense elle devait être bonne oui, dans les années 60, mais il y a encore à refaire. Aujourd'hui, je vois des gens qui font du vélo voilà, avec des pneus sous-gonflés, c'est beaucoup plus difficile et c'est comme ça qu'on crève, qu'on abîme les roues, etc. Oui, qu'on risque la chute. Et qu'on risque la chute, tout à fait. Donc ça signifie qu'il y a un petit guide de prévention ou de bienvenue à votre nouveau vélo et quelques règles de sécurité, d'utilisation et tout ça qui sont confiées Oui, tout à fait. Donc après, aux salariés. Après ça dépend des entreprises, les demandes qu'on a de nos clients. Mais en règle générale, à chaque livraison des vélos, j'y vais ou je fais envoyer quelqu'un et on fait une explication à l'utilisation du vélo. Déjà comment ça fonctionne, quel bouton, etc. Et puis souvent dans l'année suivante, puisqu'il y a en gros les entreprises elles commencent par 5 à 10 vélos, et puis l'année suivante il y a des collègues qui ont regardé les premiers faire. Ça, c'est toujours le côté pilote. Vas-y, oui, essaye, teste, toujours. Et puis je verrai après. Voilà, exactement. Et c'est sur ce que je dis moi à mes clients, prenez moins de vélos. Prenez des gens qui ont envie d'en faire. Pour des vélos électriques, ne prenez pas des personnes qui viennent déjà en vélo musculaire, en vélo standard. Parce que le vélo électrique, ça va pas leur plaire. Le vélo assistance électrique, c'est vraiment pour se déplacer d'un point A à un point B sans souffrir. Voilà, c'est une balade. Bon. Mais il y aura toujours des gens qui vont être en avance, qui vont vouloir le faire, et d'autres qui vont regarder. Et c'est pas un chef ou un vendeur qui va le faire, c'est qu'ils vont en discuter entre collègues. Et c'est comme ça qu'en discutant entre collègues, ils voient que tiens, ça va, t'as pas fait mouiller, t'es arrivé à l'heure, bah oui. C'est ça, mais t'es pas tout transpirant. Il est où ton t-shirt de rechange? Exactement, tout ça. C'est ça, on pense à ça finalement. C'est exactement. Est-ce qu'on en a besoin ou pas? Combien de fois on me demande mais on n'a pas de douche. Mais vous n'avez pas besoin de mettre de douche. Vous avez un vélo assistance électrique, vous n'avez pas besoin de mettre de douche. Donc c'est aucun effort, aucune transpiration. Voilà, si ça commence à être difficile, vous mettez un peu plus de moteur, c'est tout. Et alors, quid de la pluie, parce que ce soit à Rouen ou à Paris, on a un peu le même temps. Surtout en ce moment. La grisaille parisienne. J'avoue qu'en ce moment, j'en ai un petit peu marre de le faire mouiller. Mais à partir du moment où c'est toujours pareil. La première année, nous on le voit avec on fait des sondages auprès de nos clients. La première année, les personnes l'utilisent l'été et arrêtent en novembre-décembre, suivant les régions. Et puis la seconde année, ils ont passé souvent 2 ou 3 mois à pas l'utiliser. Et donc quand ils sont retombés dans les embouteillages ou dans les transports en commun, je suis bien sur mon vélo. Et donc du coup l'année suivante, ils commencent à acheter ou nous demander qu'on leur fournisse des caches, etc. pour contre la pluie. C'est la grande cape, c'est ça? Oui, ça après il y a plein de choses. Okay. Même des choses qui sont devenues maintenant des gadgets, mais bon, moi je mets en avant toujours, il faut que ça soit visible, puisque quand on arrive entre novembre et fin janvier, il y a le code de sécurité. Donc nous on fournit un casque, un gilet fluo, mais pour certains clients, j'ai pu fournir des capes fluo, des choses comme ça. Par exemple, il y a même les vestes où on a les clignotants à l'arrière, en mode tourne à droite, je tourne à gauche. Ça c'est pas pareil, c'est pas aux normes, donc faut faire attention à ce qu'on l'achète. D'accord. Mais par exemple, moi je demande à tous mes sous-traitants pendant cette période-là de mettre de la bombe réfléchissante sur les paniers. Ouais. Donc tous les vélos sont équipés d'un panier. Tous les vélos sont équipés d'un panier, donc ça c'est bien pour mettre son ordi, son sac à main. Exactement. Et donc du coup, je dis à tous mes sous-traitants, à partir d'octobre-novembre, vous mettez un coup de bombe réfléchissante, ce qui fait que de nuit, quand on croise une voiture, la voiture voit le panier beaucoup plus de loin entre guillemets qu'un panier noir standard. Donc ça, c'est des petites choses qu'on demande. J'ai des clients qui me demandent qu'on le fasse aussi sur les roues. Il y a des choses comme ça. Ça coûte rien. Une bombe réfléchissante, je sais même pas combien ça me coûte, mais donc tous mes sous-traitants, ils en ont une et ils le font. Et s'ils le sur font pas, je vérifie ou je fais vérifier. Donc l'utilisation du vélo, elle vient de là. C'est-à-dire qu'on part toujours du principe que quand on a un vélo, on trouve après la manière de faire du vélo.
Donc, c'est-à-dire que si on veut vraiment faire du vélo, on va bien se couvrir. Voilà, et on va l'utiliser parce qu'on aura plus envie de faire du vélo. Au début, on a des obstacles. On dit, on veut pas, puis après, on trouve toujours une solution. Ok. Et on voit, ce que j'ai dit, moi, il y a 10 ans, en vélo à Rouen, on devait être, je sais pas, une vingtaine. On se connaissait tous. Maintenant, tous les matins, je croise des gens que je connais pas, des nouveaux et des nouvelles qui se mettent sur des vélos. Et là, on se dit que c'est bien, ça a évolué. Alors, tout dépend si les villes sont équipées de pistes cyclables qui sont sécurisées ou pas. On y vient. Oui, L'expérience montre que les entreprises passent au parc de vélo à partir du moment où il y a des pistes cyclables. Autour de l'entreprise. C'est très rare d'en avoir, ou alors il faut vraiment que le patron ait envie. Mais c'est pareil, moi j'ai certains patrons qui ont mis des vélos pour leurs salariés parce qu'eux, ils étaient convaincus. Mais je me souviens d'un patron, j'ai dit, mais vous pouvez pas forcer vos salariés à monter sur un vélo. S'ils n'ont pas envie, ils n'ont pas envie. Comme le séminaire. Là, c'est ça, non, mais c'est vrai. C'est une chose exactement, c'est de dire s'ils n'ont pas envie, non. Ils iront pas. Ça sera même pire. Donc, laissez. Ça, c'est la conduite du changement, le côté classique où on a les précurseurs, les alliés, et puis on aura les réfractaires qui, de toute façon, voudront pas bouger. J'ai fait des démonstrations, donc pareil, parce que souvent les entreprises font des essais, un peu comme à vélo ou autre, et je mets des vélos donc à disposition. Et donc déjà, chose qui m'amuse toujours, c'est quand on explique comment ça fonctionne. Si vous avez 10 personnes, vous allez en avoir 3 qui vont pas écouter et qui sont souvent des hommes que des femmes d'ailleurs, et donc ils vont prendre le vélo, ils partent comme des fous, et on leur a dit que vélo assistance électrique, c'est qu'une assistance. Et l'assistance s'arrête à 25 km/h. Donc 25 km/h en ville en vélo, c'est déjà beaucoup. Et, voilà. Et pour quelqu'un qui fait du vélo, même en amateur, roule à 25 km/h en moyenne, c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. On n'est pas au Tour de France, mais voilà, c'est déjà pas mal. Et que tous ces gars qui partent à fond et qui reviennent, non, mais ils sont tout en sueur. Je suis monté à 29. Je dis, oui, mais t'as vu dans quel état tu es, ça. Parce que à partir du moment où vous avez dépassé les 25 km/h, vous avez un frein moteur. Et donc là, ça vous pédalez en forçant vraiment. Ah oui. Donc ça peut être, je sais que j'ai des clients qui le font le soir en rentrant. Parce que pour eux, c'est un effort physique. Comme ça, ils rentrent du boulot avec. Non, je sais que les 2 derniers kilomètres, je les fais comme ça. Ok. Vous rentrez chez vous, vous êtes en sueur, vous pouvez prendre une douche. Mais l'utilisation à 25 km/h, et c'est quand on fait la formation, on s'aperçoit qu'il y a des gens qui écoutent, des gens qui n'écoutent pas, puis des gens qui veulent, en gros, en étant là sur le changement, qui veulent pas, s'ils ont peur. Vous savez, ça me fait penser quand les premiers téléphones sont arrivés, des gens de ma génération disaient, non, je veux pas toucher à ça, les iPhones ou autres, là, qui disaient, non. Je vois ceux qui en ont, ils sont complètement accros, et maintenant, c'est les plus accros à partir du moment où ils y sont passés. Donc, il y a toute cette évolution, et c'est vraiment un changement de mentalité. Une personne qui vient travailler en voiture depuis 20 ans, ou 30 ans, de lui dire, tu vas passer en vélo. Non. C'est pas forcément évident. C'est pas forcément évident. En revanche, pareil, aujourd'hui, nous, notre clientèle, c'est plus de 60% des femmes qui utilisent. Parce que je me suis aperçu que le rapport à la voiture était différent. Une femme prend une voiture pour aller d'un point A à un point B. Voilà. Et donc, si elle peut le faire en vélo, elle le fait en vélo. Voilà. C'est un homme, si on enlève sa voiture, il perd quelque chose. Donc, voilà, ces éléments-là, on retrouve dans la gestion en entreprise, on retrouve toute cette mini-société. Et du coup, est-ce qu'il y a des clients qui ont fait un switch entre la flotte automobile et la transformer pour certains collaborateurs, transformer le vélo la voiture en vélo de fonction. Oui. Parce qu'en fait, c'est un vrai avantage pour certaines fonctions de se dire j'ai la voiture de fonction à un certain niveau de direction et autres, parce que du coup ça devient la voiture de la famille pour les week-ends, pour les trajets. Voilà, on peut pas faire la même chose avec le vélo. On peut pas se dire. Moi j'ai des clients surtout dans des grandes villes, donc je pense à un client à Paris qui travaille porte de Pantin et qui doit habiter dans Paris Centre et qui a refusé la voiture de fonction et qui a pris le vélo et qui a demandé l'autorisation de mettre un siège enfant pour aller chercher sa fille à l'école, etc. J'en avais eu une autre pareille, plus âgée, qui avait plus d'enfants à charge, etc., qui était directrice, qui avait une grosse voiture de fonction et qui me disait, mais de toute façon, je peux plus rentrer dans les parkings parisiens, la voiture, elle est... Ça, c'est sûr. Donc, elle préférait passer en vélo. Ok. Et après, fonctionner en location de voiture quand c'est pour partir un week-end, en vacances, où ça coûte moins cher que l'entretien annuel. Exactement. Ou un arrangement comme ça. Ok. C'est une autre façon de
voir les choses et d'autres mentalités qu'il faut faire Il faut passer petit à petit. Voilà, il faut que tout s'aligne bien, il faut que la direction, parce qu'il y a aussi des entreprises qui sont frileuses, hein, un accident, etc. On leur a expliqué que malgré qu'on veut tout leur donner, on a des chiffres, il y a moins d'accidents en vélo, voilà. Donc, mais et puis et de dire, depuis des années, moi, j'ai eu un patron qui voulait automatiquement que à chaque niveau hiérarchique, il y ait une voiture différente. Je n'ai pas d'intérêt, mais voilà. Donc il y a toutes ces mentalités à faire évoluer. Mais c'est tout à fait. Peut-être plus sur la jeune génération Aujourd'hui, quand moi j'ai des chefs d'entreprise qui me disent j'intègre dans mon offre le vélo, ils me disent c'est les jeunes qui s'intéressent. Une question de mentalité et d'âge et d'habitude. D'habitude, c'est ça. Il y a beaucoup de jeunes aujourd'hui qui n'ont pas leur permis, alors que moi, quand on avait 18 ans, c'était automatiquement le permis de conduire. Hein. On ne pouvait pas vivre sans. Aujourd'hui, il y en a beaucoup qui vivent sans. Donc, il y a une évolution de la société et la partie vélo en fait partie. Et je pense qu'il y a de l'avenir parce qu'on revoit maintenant des enfants qui vont à l'école en vélo. Moi, j'allais à l'école en vélo, mais après, on n'est pas vu. Mes enfants, je les sais pas aller à l'école en vélo. Maintenant. Oui, parce que c'est une question de sécurité sur les routes. Rentrer le soir à 17h, il fait nuit. C'est un peu plus compliqué. Alors, pour mettre en place ce système de flotte de vélos, finalement, quelles sont les démarches à mettre en place? Tout à l'heure, vous avez cité, il y a le côté sondage. Il faut faire en premier lieu un sondage. En premier lieu, un sondage, pour ce qui on peut en dériver d'un plan de mobilité, c'est de savoir d'où viennent vos salariés. Déjà, vous connaissez votre lieu, donc pareil, si c'est en pleine campagne ou en ville, c'est un peu différent. Mais vous faites un sondage et on s'aperçoit que les salariés qui sont à moins de 11, 12, 13, jusqu'à 15 kilomètres de trajet, aller au retour... c'est la cible. C'est la cible. Voilà, c'est plus, ça fait moins, ça peut l'être aussi. Hein. Moi, j'ai des salariés qui sont à 1 kilomètre et qui venaient avoir en voiture. À 1 kilomètre, c'est pas long à pied, ça. Ah ouais, non, mais ils pensaient même pas le faire à pied. Vous voyez, j'ai une dame qui me l'a avoué, parce qu'elle allait passer au vélo, parce qu'elle a vu sa collègue passer au vélo, mais qu'elle y pensait pas. Quand il faisait beau, elle venait à pied. Quand il pleuvait, elle venait. Bon, c'est en Bretagne, donc il pleut souvent. Elle venait en voiture. Donc, vous voyez, il y a tous ces éléments-là qu'on découvre. On dit, ah oui, ça me paraît. Donc, en gros, entre 11 et 15 kilomètres, vous avez la cible. À partir du moment où vous avez cette cible, après, suivant ce que veut la direction, hein, mais c'est de proposer à ses salariés, est-ce que vous voulez avoir un vélo de fonction? Voilà, vous allez avoir à peine 10% des salariés qui vont être intéressés au début. Faut savoir qu'aujourd'hui, les trajets, ce qu'on appelle le vélo taf, c'est-à-dire les gens qui viennent travailler en vélo, en France, la moyenne, c'est 3%. Quand j'ai commencé, on était à 1%. La volonté du plan vélo, puisqu'il y a un plan vélo qui a été fait, on a fait des pistes cyclables, on en fait de plus en plus, même si aujourd'hui il n'y a plus les sous, mais bon, ça c'est autre chose. La volonté, c'est dans 2030 d'être à 12%. Ah oui, si on est passé de 1 à 3 en 10 ans. Voilà. Mais les pistes cyclables arrivent vraiment depuis 4-5 ans. Les pistes cyclables, c'est une volonté politique des mairies, ou des agglos. Il y a l'exemple, c'est Paris. Hein. Il y a Paris il y a 15 ans et Paris d'aujourd'hui, c'est pas le même. Il y a eu une volonté. Après, j'habite pas Paris, donc voilà. Moi, je vois que c'est mieux. On l'a vu à Bordeaux, on le voit à Nantes, nous on le voit à Rouen, où depuis 4-5 ans, il y a une véritable volonté politique. Et ils ont fait des pistes cyclables et il y a de plus en plus de vélos. Donc ça, c'est une des choses importantes. Vous faites la demande auprès des salariés. Il faut que les salariés soient volontaires. Ne pas mettre quelqu'un sur un vélo s'il n'a pas envie. À partir du moment où ils sont volontaires, vous leur demandez, voilà, est-ce que après c'est l'entreprise en fonction du budget, est-ce qu'elle veut faire un test? La tendance là, c'est de faire des tests pendant 4-5 mois. Souvent en période d'été, ils veulent faire un test. Et puis à la fin, ils disent ok, ça nous intéresse ou pas. Et dans ces cas-là, ils partent sur des contrats longue durée, donc qui sont de 36 mois, qui est le standard des contrats aujourd'hui, puisque les entreprises ont des avantages fiscaux dessus. Alors, je me mets à la place d'un employeur. Il y a finalement le forfait mobilité durable. Oui. Quel est l'intérêt entre ce forfait mobilité durable et de rentrer sur un système de leasing? Ça dépend déjà aussi de la grosseur de l'entreprise. Forfait mobilité durable, vous êtes obligé de donner à tous les salariés. Donc, si vous donnez à tous les salariés, ça commence à coûter très cher. Le vélo de fonction, vous le donnez qu'aux salariés qui sont volontaires et qui rentrent dans les critères que vous avez énumérés. Après, c'est une volonté, parce que on s'aperçoit avec le forfait mobilité durable qu'il y a beaucoup de gens qui se déclarent venir en vélo.
Mais qui viennent, pas toujours, forcément en vélo. Et qui viennent toujours pas en vélo. Donc ça, c'est à force de sortir les chiffres et de vérifier, on s'aperçoit de ça. Donc c'est pour ça que ça le. Donc c'est un peu la dérive du forfait mobilité. Oui, parce que c'est que finalement. déclaratif. Donc vous déclarez sur l'honneur que vous allez venir en vélo. Ok, je veux bien, mais. Ouais. C'est vu comme un avantage social supplémentaire, mais pas forcément sur une efficacité de Exactement. mobilité durable, Et donc, efficiente. De plus en plus, des responsables d'entreprise ou des responsables RH ou RSE reviennent pour revenir à l'essentialité de la chose, c'est dire si on veut qu'il y ait moins de rejet de CO2, il faut vraiment que les gens viennent en vélo. Donc le fait de pouvoir mettre des vélos de fonction. Après, il y a plusieurs systèmes. Hein. Vous avez des possibilités de laisser le salarié choisir son vélo. Ou que ça soit l'entreprise qui choisit le type de vélo. C'est comme dans les voitures de fonction. Vous avez des voitures de fonction qui sont décidées par les entreprises et d'autres où on donne un catalogue aux salariés de choisir. Nous, pour plus de simplicité au niveau de la gestion des pièces, c'est nous qui décidons de mettre un type de vélo. Donc c'est tel type, donc un vélo à cardan, c'est comme sur les motos, il n'y a pas de chaîne, donc ça évite 80% des pannes. Puisqu'un patron, à partir du moment où il investit, il veut que ses salariés arrivent à l'heure. Et il veut surtout pas que ce salarié me dise j'ai pas pu parce que la chaîne a sauté, etc. Donc la partie vélo permet. Au moins s'il dit ça, c'est que c'est pas bon. Voilà, c'est au moins c'est. Juste s'il y a pas de chaîne, c'est pas possible. Non, pas possible, là, tu m'as pipoté, ça marche pas. Faut trouver une autre. Donc faut trouver un juste milieu à chaque fois pour les salariés et pour les employeurs. Les employeurs, ils ont des avantages fiscaux. Donc, ils ont une déduction de 25% du montant des loyers sur l'impôt sur les sociétés. Donc ça plaît bien aux employeurs parce que ça leur évite de payer des impôts et ils donnent un avantage à leurs salariés. Et puis, un deuxième avantage pour les salariés et aussi pour les employeurs, c'est que le temps de trajet est toujours le même, à n'importe quelle heure. Voilà, qu'il neige, qu'il vente ou qu'il y ait des embouteillages ou que ça soit. S'il neige, j'aurais peut-être pas dû dire neige parce que c'est pas non plus conseillé de faire du vélo sur la neige, mais voilà, le salarié, il aura toujours le même temps de trajet. Oui, mais 15 minutes, il mettra 15 minutes. Il mettra 15 minutes. Il pourra, mais un jour, parce que suivant les horaires, vous connaissez ça sur Paris. Donc ça rassure aussi les employeurs. Et puis pareil, versus le métro ou le RER. Alors peut-être pas forcément le métro qui est peut-être un peu plus fiable, mais on va dire le RER sur Paris, RER B, RER A, c'est quand même assez fréquent. Donc les entreprises se disent à partir du moment où on a une volonté, nous, de le faire bouger, parce qu'il faut quand même qu'il y ait une volonté de l'entreprise, qu'on a une marque de vélo qui tient la route, qu'il y a un entretien préventif, que les salariés arrivent toujours à l'heure. On s'aperçoit aujourd'hui, avec les premières études qui sont faites, que les salariés qui viennent en vélo ont moins d'arrêts maladie ou qui viennent à pied, ceux qui font une activité physique, ont moins d'arrêts maladie que les autres. Donc ça, c'est des éléments c'est intéressant de voir une corrélation entre le moyen de transport utilisé et l'arrêt maladie constaté. Et après, il y a des études qualitatives qui sont faites de plus en plus en France. Les études qu'on avait quand moi j'ai commencé, elles venaient d'Angleterre ou d'Allemagne. Donc là, il commence à y en avoir, où les sondages sont faits, les salariés sont plus heureux quand ils viennent travailler, ils sont plus productifs, etc. Parce que le fait de venir en vélo, ça produit de l'endorphine, etc. Sans doute. Je suis pas compétent pour dire, mais je vois que moi, tous mes clients sont contents. Ils me disent tous, soit le matin. C'est déjà un bon point. Tous nos contrats sont renouvelés, et il y a de plus en plus, quand on met des vélos dans une entreprise, il y en a de plus en plus chaque année. Et ça, si on commence par 3, l'année d'après 5 ou 10. Voilà, exactement. C'est exactement ça. Et c'est ce que je dis, il vaut mieux en mettre moins au départ et laisser une liste d'attente plutôt que d'en mettre plus. Parce qu'il y a des vélos qui sont nominatifs aux salariés, mais il y a aussi une sorte de flotte de vélos tournants, c'est ça? Voilà, les mêmes vélos peuvent être aussi utilisés en vélo de service, c'est-à-dire pour des déplacements professionnels ou pour des essais. Des personnes qui disent moi j'en veux pas un, mais bon. Ouais, je testerai bien sur une semaine, voir ce que ça peut donner. Donc et après on a des options où on peut mettre des systèmes de recharge solaire, ce qui permet de laisser ces vélos sur le parking et qui se rechargent tout seul. Avec la gestion des clés peut se faire avec des applications smartphone, etc. Donc ça c'est des options qu'on propose aux entreprises qui veulent mettre en avant cet élément-là. Si vous mettez que des vélos en essai, des vélos de service, l'expérience que moi j'ai, ça fonctionne pas. Il faut mettre des vélos de fonction, il y a déjà des gens qui viennent tous les jours, plus quelques vélos de service.
Ça peut être un ou deux. Et pour que ceux qui viennent en vélo de fonction puissent dire, essaye, celui qui essaye. À partir du moment, je pars toujours du principe, l'essayer, c'est l'adopter. Et quand vous faites un essai d'une semaine, minimum. Parce qu'il faut le prendre en main. Je prends toujours l'exemple flagrant dans toutes les entreprises. On vous donne un vélo. Vous venez en voiture, on vous donne un vélo. Le premier soir, vous allez repartir sur la même route que la voiture. C'est psychologique, c'est comme ça. Le même trajet. Le même trajet, exactement. Parce que c'est celui que vous connaissez. Alors qu'il y a sans doute des petites rues, il y a sans doute des pistes cyclables. Où il y a moins de monde. Où il y a moins de monde, etc. Et comme vous êtes en vélo électrique, vous pouvez vous rallonger d'1 ou 2 kilomètres. C'est pas plus grave. Mais c'est tellement agréable de faire du vélo quand il n'y a pas de voiture mais on est comme ça, on vient tous les matins et on prend toujours les mêmes routes et c'est flagrant dans toutes les entreprises, c'est comme ça. Et donc j'ai beau le dire au moment après les remontées que j'ai, oui, vous aviez raison, j'ai pris voilà. Et il y en a qui me disent je découvre qu'il y avait une piste cyclable à côté de la rue que je prends, mais je ne savais pas. Alors est-ce qu'on peut faire du marketing ou de la com avec le vélo ? Vous pouvez, oui, puisque nos vélos, on laisse la possibilité donc sur le protège-roue avant de mettre la com de l'entreprise. Donc on a aujourd'hui des entreprises qui le veulent, d'autres qui ne le veulent pas. C'est à discrétion de l'entreprise. C'est une option que nous on fournit. Donc le logo ou même la couleur, ils sont tous blancs. Nous, ils sont tous blancs. À partir de 10 vélos, on peut mettre une autre couleur. Donc c'est là si une entreprise qui me prend 10 vélos peut choisir la couleur. Après, c'est petit, la zone de personnalisation ou de logo, elle est. Après, j'en ai. On peut habiller le panier, peut-être. On peut habiller le panier. J'ai moi une entreprise qui m'a demandé d'enlever le logo HelloCycle et de rajouter son logo sur le cadre. Tout ça, on peut tout faire. Ça, tout est possible. Nous, on s'adapte, il y a pas de souci, on sait faire. Et alors justement, si on continue dans ce côté un peu pub, c'est souvent au mois de mai qu'on a envie de passer le cap, ou en tout cas c'est le mois de mai, tout comme il peut y avoir le mois de mars. Moi qui étais avant dans l'univers de la pharmacie, c'était le mois de mars, c'était le mois des bébés. Là, on a septembre, c'est la rentrée. Et donc là, le mois de mai, maintenant, c'est le mai à vélo. Oui. Est-ce que c'est un vrai coup de pub? Est-ce que c'est un vrai coup de pouce pour faire basculer les salariés ou pas trop? C'est quoi le recul avec 10 ans? Le recul, c'est que... Sachant que ça existe depuis moins de 10 ans, le Oui, c'est vélo. ça. Après, la problématique du mois de mai, parce que là, c'est le patron qui parle, c'est il y a toujours des ponts. Donc, vous n'arrivez pas à avoir tout le monde. Ça, c'est sûr. Après, nous, l'expérience, toutes les démos qu'on a fait pendant mai à vélo, nous n'ont jamais ramené un client. En revanche, c'était un événement en one shot, un événement où tout le monde a pris des photos, ils en ont parlé dans le journal local, le journal de l'entreprise, ils en ont parlé, etc. Mais il se passait rien le lendemain, il se passe rien. Voilà. 1er juin, paf, c'est fini. Exactement. Le flop redescend. Exactement. En revanche, ça a planté des petites graines dans des têtes de certains qui sont peut-être dit ça peut être intéressant, etc. Mais pour nous entreprises, l'idée c'est faire découvrir le vélo, mais on est obligé de faire du chiffre d'affaires parce qu'on a des charges comme dirait l'autre. Donc ça nous a jamais rien rapporté. C'est plus des appels entrants. Donc des entreprises qui vont sur notre site et qui nous disent voilà, on a entendu parler de vous, on veut faire, etc. Où il y a une volonté. Je reviens toujours à la même chose. Il faut qu'il y ait une volonté. Soit une volonté de la RH, soit de la direction. Parce que autant quand on a commencé, c'était toujours une volonté qui venait du haut. Aujourd'hui, on a l'après-confinement, vraiment avant confinement et après confinement. Là, il y a une volonté qui vient de la base. Et donc parfois, on se retrouve à faire des offres, etc. alors que la direction n'a jamais voulu. Et donc, on s'aperçoit, voilà. Faut ramer un peu plus, c'est ça? Voilà, c'est que les RSE, ils croient, puis quand ils arrivent au niveau du budget, on leur dit, non. Non. J'ai le souvenir d'un PDG qui m'a appelé en me disant, Monsieur Bisson, j'avais pas vu l'ampleur que ça allait prendre. Je pensais à pas de commande. Bon, d'accord. Et je dis, mais vos salariés, et maintenant vous intervenez plus. Voilà, c'est tout. Et ce que je comprends, c'est pas sa politique, voilà, mais il s'était fait piéger. C'est-à-dire que c'était venu de là-bas, fait piéger entre guillemets. C'était venu de la base. Il a dit oui, allez-y. Il m'a dit, oui, je pensais pas qu'ils allaient s'intéresser. Mais comme quoi, ça peut être aussi un élément de motivation ou un élément de démotivation, le fait de se dire la direction ne nous suit pas sur quelque chose qui va être bénéfique pour notre santé, qui est bénéfique par rapport à la planète et à moins polluer, et à changer de mode de mobilité. Ça peut clairement être
perçu comme un manque de reconnaissance ou de motivation. Exactement. Donc ça, moi, je l'ai eu qu'une fois sur ma carrière, mais ça m'avait choqué parce que je comprenais aussi. C'était au tout début aussi. Maintenant, je pense que tous les patrons ont maintenant aussi le problème du réchauffement climatique en tête. Donc, je pense que ça a dû évoluer, mais c'était vraiment lui, il avait du bon. En gros, laissez-les. Ils vont s'amuser avec ça et puis de voir que oui, il y a vraiment une demande. Et oui, tout projet ou toute initiative a forcément un coût. Voilà, et on en arrive là. Et c'est là où aujourd'hui il y a l'envie des entreprises et il y a la possibilité, est-ce que je peux le faire ou pas. Ouais. Et donc moi je dis toujours, au lieu de mettre 10 vélos, vous en mettez 5. Un petit démarrage. Vous commencez... Ça, c'est pas une démarche commerciale qui pousse, mais du coup, c'est une démarche marketing que j'aime bien dans l'esprit. C'est de se dire, vaut mieux commencer petit, d'être sûr que ça plaise, et après, je suis sûr du concept. Je sais par expérience que voilà, l'essayer, c'est l'adopter. Et donc, vaut mieux avoir 5 personnes qui sont contentes, qui l'utilisent. Et je prends toujours aussi... Que 5 vélos qui restent... Un patron qui vient le matin et qui voit 5 vélos qui tournent pas... ça va pas l'amuser. Hein. Non, c'est sûr. Voilà. Oui, parce qu'il y a sa fibre financière qui va dire ça me coûte des sous pour rien. S'il voit que les vélos sont jamais là, il va se renseigner, dire Isanso, lui vient, lui vient. Donc moi, je fournis, suivant les demandes des clients, des statistiques d'utilisation. Il y a certains qui le demandent, donc tous les mois, tous les trimestres, etc., et qui voient que les vélos fonctionnent. Et donc là, ils se disent, là, ça nous intéresse. Là, j'ai un dossier à Rouen, c'est la 3e fois qu'on le fait. La première année, il y avait 5 vélos. Il y en avait 2 qui tournaient. Les 3 premières années, mais vraiment, le patron m'a dit, bon, il faut qu'on communique plus. Donc, on avait discuté ensemble. Hein. Je lui ai dit, est-ce que vous communiquez? Vous avez mis, mais si les gens, ils vont pas. Bon, on va faire, donc 2 fois par an, ils font des journées. Il va faire, comme il est dans l'immobilier, donc il va faire tous les visites avec ses salariés en vélo, etc. Et là, la deuxième fois, on s'est aperçu que les 7 vélos tournaient. Et on a revu, donc ils étaient arrivés à près de 3500 km en moyenne, donc ils tournaient vraiment sur 3 ans. Et donc là, ils m'ont dit, ça y est, ça a repris, donc on en remet. Et puis par contre, il a refait un sondage en interne, et ceux qui voulaient pas, ils veulent pas. Voilà. Lui, il est arrivé, ils doivent être, 35 ou 40 dans les bureaux. Il y en a déjà 7 qui viennent en vélo, il y en a à peu près autant qui viennent avec leur vélo perso. Donc je lui dis déjà, vous êtes dans des bons ratios. Oui, c'est ça. Donc c'est en plein centre-ville de Rouen, etc. Mais ça sert à rien de pousser plus. Et dans d'autres, j'ai pu mettre moi dans des agences différentes, dans certaines entreprises, des vélos qui n'ont pas tourné. Et donc je dis à la direction, ce vélo-là, refaites votre contrat, il n'est pas utilisé. Donc ça sert à rien. Donc c'est ça aussi. C'est un rôle de conseil. L'idée, c'est de promouvoir et de mettre des gens. L'idée, c'est pas de vendre des vélos. Voilà, c'est que les gens, il y a de plus en plus de gens qui fassent du vélo et qu'il y a de moins en moins de personnes dans leur voiture tout seul. Ouais. Alors tout à l'heure, vous aviez abordé le côté le forfait mobilité durable. Finalement, il y a l'obligation pour l'employeur de le proposer à tout le monde, et tout le monde ne le fait pas puisque c'est déclaratif. Et au final, en termes de coût ou de budget, si on peut voir des éléments comparatifs, ou de se dire, si je bascule avec 3 vélos, ça va me coûter combien en flotte vélo? On est à 79 € hors taxe pour 36 mois, moins 25%, ça doit faire 59 et des brouettes. Donc, par vélo, ça vous fait 150 € par mois ou 160 € par mois. Bon, vous avez des salariés qui viennent sur vélo et qui, eux, profitent du fait de ne plus avoir l'essence à payer. Et ça, c'est un des éléments que nous, on voit, où le salarié nous le dit après. C'est-à-dire qu'ils n'avaient pas pensé, parmi les choses du trajet domicile-travail tous les jours, avec les embouteillages, ils refont plein toutes les semaines, mais 50%, c'était simplement pour aller bosser. Et ils s'aperçoivent qu'ils font des économies. Donc c'est intéressant. Mais qui n'avaient pas perçu au départ. Ils n'ont pas pris le vélo pour ça. Et puis après, c'est aussi des logiques pour ceux qui l'utilisent vraiment bien. Moi, j'ai des clients maintenant sur Brest, ça doit faire 6 ans, 7 ans qu'on travaille ensemble, des gens qui me disent, on a changé nos habitudes. Le soir, on rentre en vélo, on repasse par le centre-ville. Et donc, on va acheter de la viande fraîche, du pain frais, etc. Qu'on met dans le petit panier. etc. Et le week-end, on fait beaucoup moins de courses dans les grandes surfaces. Ouais, ou pour le lait, enfin les packs. Voilà, exactement. Donc c'est vraiment un mode de vie.
Et quand on le fait tous les jours, si vous le faites pas pendant 2-3 jours, vous avez envie. C'est comme les gens, vous savez, qui courent. Il y a un manque. Il y a un manque. Moi, si je suis parti en déplacement en 3 jours en camion, quand je rentre, je reprends mon vélo pour aller travailler. Je suis obligé. Il y a un manque. Il y a l'exemple. Ok. Bon, on a posé plein de questions. On a vu un peu le tour. Est-ce qu'il y a des points qu'on n'aurait pas abordés avant qu'on passe à la séquence classique pour mes invités? Non, je pense qu'on a tout abordé. J'ai répondu à toutes vos questions. Après, je relis en même temps. Non, c'est bon. Je pense qu'on a répondu à tout. On a tout vu. On a tout vu. Alors, la question classique qui concerne Marqueur, mon podcast qui aborde le marketing durable, marqueur de la bonne santé des entreprises. Est-ce que ça vous inspire un peu ou pas trop? Ce qui m'inspire, c'est le mot cœur. Je pars du principe qu'à partir du moment où on fait les choses avec du cœur, que ça soit en amour, en amitié ou au travail, ça fonctionne toujours beaucoup mieux. Donc c'est comme je vous disais à l'instant qu'il faut que les patrons ils aient une volonté, c'est ça, il faut qu'ils le fassent avec le cœur. Et toutes les personnes qui ont envie de bouger dans ce domaine-là sur la mobilité, c'est les gens qui le font avec le cœur. C'est ça qui me. Après sur la partie marketing et cœur, je n'ai aucune compétence dans le domaine, donc je ne rentrerai pas dedans. Par contre, le mot cœur me plaît bien à ce niveau-là. Ok, ça marche. Merci. Et est-ce qu'il y a justement des campagnes de pub ou des histoires comme ça d'entreprises qui vous ont un peu marqué ou qui vous disent oui, ça va dans le sens de l'histoire, on est en train de changer un peu les mentalités? Pareil, je suis pas très publicité, mais l'an dernier ou il y a 2 ans, les publicités faites par le gouvernement pour consommer moins d'électricité, moins de chauffage, et là en ce moment ils en font pour le tri. Je trouve que c'est bien fait parce que c'est ahurissant d'en arriver là. Hein. C'est pas Versailles ici. J'avoue que moi je le faisais depuis 40 ans, mais que s'il y a besoin de le faire, faut le faire. Là, je pense il va falloir maintenant aussi faire beaucoup de communication auprès des particuliers sur les problèmes d'isolation de maison, sur les choses comme ça. Dans un de mes métiers, j'étais conseiller dans ce domain-là et je m'apercevais que les personnes ne se rendaient pas compte du tout de la perte énergétique. Je vendais du GPL, j'étais déjà arrêté, mettez des fenêtres, faites de l'isolation. Au lieu de mettre des doubles vitrages, faites déjà l'isolation de la maison, bouchez tel trou, etc. Et il n'y a aucune connaissance. Parce que je pense que voilà, l'énergie était pas chère, donc tout le monde s'en fichait. Et il n'y a pas eu de formation à ce niveau-là, parce que même des professionnels du bâtiment n'étaient pas formés. Il y a 30 ans, ils n'étaient pas formés. Hein. Donc c'est depuis qu'il y a le RGE, c'est-à-dire fin des années 90, qu'on les a formés. Mais et je pense qu'il va falloir aussi aller là-dessus. Aujourd'hui, on est sur les aides particuliers pour pouvoir faire l'isolation, mais quand je connais des gens aujourd'hui qui travaillent à l'ADEME ou autre et qui vont voir les particuliers pour leur expliquer, ils s'aperçoivent que le particulier, il sait pas. S'il a de l'aide, il y va, mais lui expliquer que même sans aide, il pourrait peut-être faire des choses. Là, c'est pas automatiquement l'aide financière qui fait ça aide, hein, mais faut aussi penser différemment. Et pareil pour les achats de maison. Quand vous achetez une vieille ruine, faut être sûr que vous savez faire après des travaux, parce que sinon ça vous coûtera très cher. Oui, entre la toiture et l'isolation intérieure ou extérieure, parce Exactement. que si en extérieur, il y a potentiellement les bâtiments de France ou d'autres choses qui peuvent agir là-dessus, donc il faut être attentif à tout ça. Mais à minima, sinon une isolation intérieure. Et donc, ce qui est le cas ici. Là. Donc je pense qu'il tous ces éléments de communication, il faut faire rentrer ça dans la tête des gens, puisque là-dessus, on est vraiment, que ça soit, comme je vous disais, pour le vélo ou autre, il y a des manques. Il y a des manques énormes et les gens sont pas conscients. Donc faire en sorte que ça devienne des évidences. Comme on disait tout à l'heure, la ceinture de sécurité est devenue une évidence. Ouais. À l'arrière pour les enfants. À l'arrière pour les enfants, c'est devenu une évidence. Ça me viendrait pas à l'idée maintenant de démarrer la voiture et de dire c'est bon les ceintures à l'arrière. Et même les enfants, si vous dites j'ai pas attends, démarre pas, j'ai pas ma ceinture. Alors que moi je suis d'une génération où il y avait pas de ceinture de sécurité dans les voitures. Donc voilà, et on part. Je crois que c'était en 96 ou 97, je sais plus l'obligation. Je sais plus exactement, mais bref, fin années 90. Je sais que ça m'avait marqué à l'époque. Est-ce qu'il y a un éco-geste côté pro ou perso que vous avez l'habitude de faire?
Moi, j'en fais plein depuis des années. Donc, pareil, les lumières, le tri sélectif. Là, j'en pense ça. Si j'ai fait rire mon technicien hier, parce que j'ai mis, on avait donc une poubelle où il jetait les éléments et j'ai mis 2 poubelles avec la partie acier et le reste. Donc, ça l'a fait rire. Oh, ça a été comme Pour redécortiquer tout. Voilà, parce que donc la partie acier, je vais le donner à la déchetterie et le reste, ça reste en poubelle. Et mais c'est des choses et comme bon, bah voilà, il peut y avoir une fourche, il peut y avoir un élément. Et donc je pense à ça parce que je lui ai demandé hier. Je lui ai expliqué. Il m'a regardé, il m'a dit, oh, tu rigoles pas, papa. C'est ça. Un autre éco-geste ou? Quoi vous dire, voilà, de pas prendre de bain mais des douches, de fermer les lumières, de pas faire couler l'eau, de faire le tri sélectif chez vous. Ça, c'est des éléments qu'on fait régulièrement. De marcher au lieu de prendre la voiture. Je suis effaré de voir les gens qui pour tout déplacement vont prendre quelque chose, la trottinette pour faire 100 mètres ou 200 mètres, le métro ou le tramway pour faire 1 kilomètre, et ils ne marchent plus en ville, on fait plus de distance. C'est sûr que nos grands-parents faisaient davantage de kilomètres dans la journée, quoi, à pied. À pied. Et donc voilà, on a été habitué à tout avoir, de monter des escaliers plutôt que de prendre l'ascenseur. On a été habitué à plein de choses comme ça et qui font que c'est bon pour la santé, mais c'est bon aussi pour l'écologie. Les deux vont de pair. Et quand on y réfléchit, voilà, les deux vont souvent de pair. Et il faut, je pense, on a pris des habitudes dans nos sociétés. Moi maintenant, je comprends plus toujours la société. Je commence à être un vieux, et donc je vois l'évolution. Et c'est quand on se rappelle quand on était gamin et ce qui se fait aujourd'hui, on se dit c'est un monde complètement différent. Et d'expliquer, voilà, moi j'allais à l'école en vélo quand j'étais morpion. Voilà, c'est une chose qui est logique. Aujourd'hui, il y a toute une partie de tranche de la population qui ne sait pas faire de vélo. C'est ce que j'ai découvert. J'étais persuadé que tout le monde savait faire du vélo. Comme j'étais persuadé que tout le monde savait nager. Et en fin de compte, en discutant, des gens disent, il y a des gens qui savent pas nager et il y a des gens qui ne savaient pas faire de vélo. Aujourd'hui, ça revient. Donc, tous les petits apprennent à faire du vélo. Mais il y a une tranche de la population qui ne sait pas faire de vélo. À partir du moment où elle n'a pas envie d'en faire et qu'elle avait le métro, le truc, etc., voilà, c'est pas... donc, pour moi, tout ça, c'est des éco-gestes, mais peut-être que je suis ringard, ça se peut. Non, mais le côté escalier plutôt que l'ascenseur, Oui. ça c'est sûr que je le fais aussi. Alors j'ai un client qui est au 6e étage. J'avoue que arrivé au 5e, la dernière phase est un peu plus longue. Je prends un peu plus mon temps. J'en ai un autre qui a un cinquième aussi. Donc je me force à chaque fois à prendre. Et quand vous avez après c'est plus en famille, et que vous avez fait des gens qui habitent au 7e étage et que vous apercevez en vieillissant que avant j'étais essoufflé au 6e, maintenant je suis essoufflé au 5e. Donc voilà, ça fait partie des choses où on se dit ah ouais. Ouais, j'ai mes grands-parents qui étaient au 4e étage, un vieil appartement, immeuble parisien, et jusqu'à plus de 80 ans. À faire avec leurs bouteilles, leurs courses, etc. à monter, et ils sortaient plusieurs fois par jour. Hein. Oui. C'était pas juste la sortie du matin, ou non, c'était plusieurs allers-retours. Donc ça, c'est aussi des modèles un peu de se dire on prend exemple. Et alors, dernière question, est-ce qu'il y aurait un invité auquel vous pensez pour un futur épisode de Marqueur? Donc je ne l'ai pas prévenu, mais on verra s'il est d'accord. Je pensais à Stéphane Bonnet, avec qui est un de mes sous-traitants qui fait le reconditionnement des batteries. Parce que nous, on fait aussi on a créé la marque Hello-Recycle, où on vend les vélos reconditionnés, donc ceux qui ont été loués, qui sont rentrés de contrat, et on les revend reconditionnés. Donc on travaille aussi sur les batteries. Comme moi, j'ai pas la compétence, je travaille donc avec un sous-traitant, et on a mis en place avec ce sous-traitant, donc il fait reconditionnement de batterie vélo plus batterie voiture, et on a créé ensemble un support vélo solaire où on peut attacher 4 vélos et avec un panneau solaire, et qui est complètement autonome pour recharger les vélos. Donc, je vais donc échanger avec lui sur toute la partie reconditionnement de batterie, parce que c'est vrai que c'est aussi un sujet. Alors, même si elle est petite, c'est plus potentiellement un sujet côté voiture électrique. Mais ça va être par rapport à la taille de la batterie. Ça va être quand moi je vois aujourd'hui les problématiques qu'on peut avoir sur les batteries,
qui ont été mal entretenues, qui ont été mal chargées, etc. Et j'essaye d'extrapoler par rapport aux voitures. Voilà, il y a du boulot. Il y a du boulot. Le prix des batteries neuves aujourd'hui, c'est du vol. Que ça vient de Chine et ils vous vendent ça à un prix de saut. Et donc il y a souvent des batteries qu'on peut récupérer une partie. Et c'est pas parce que vous avez 10% des piles qui sont dedans, parce que les batteries c'est des piles alignées. Il y a 10% des piles qu'il faut changer le tout. Voyez. Alors après, par contre, ça demande beaucoup de temps en main d'œuvre. C'est pour ça que c'est souvent dans l'ESS que ça se fait, parce que c'est la main d'œuvre pas chère entre guillemets, mais parce que c'est du temps, il faut faire des tests, etc. Et c'est du démontage, mais c'est des batteries complètement mortes. Moi, j'en ai rarement vu. Donc c'est donc il y a de la récupération et d'où l'intérêt du reconditionnement. Et déjà moi à l'époque, quand je vendais des chariots élévateurs, on avait dans certaines industries qui étaient avec des chariots élévateurs avec des batteries. Déjà à l'époque, on voyait la chose. Et par contre, on changeait la batterie automatiquement parce que c'était pas. Je suis sûr qu'aujourd'hui, les vendeurs de chariots élévateurs, ils ont des batteries d'avance et ils changent des plaques, ils récupèrent. Ouais. Donc par contre, ça c'est tout un métier. Et avec mon actionnaire, on y avait pensé, mais j'ai dit c'est trop de compétences et que je n'ai pas et faut vraiment. Autant laisser ça à un autre expert. Un autre expert, voilà. C'est pour ça qu'on travaille ensemble depuis maintenant quelques années. Et on verra du coup si Stéphane accepte de venir chez Marqueur. Un dernier point à aborder ou pas? Très bien, merci pour le café, pour le petit chocolat. Pas de souci. Merci beaucoup Fabrice. À bientôt. Au revoir. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout cet épisode. J'espère que mon invité ou mes invités vous ont inspiré et donné envie de passer à l'action. Alors n'hésitez pas à mettre 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute favorite. Vous pouvez évidemment me laisser un message sur LinkedIn ou Instagram en m'indiquant les sujets que vous aimeriez que j'aborde et les invités que vous aimeriez entendre. J'ai besoin de vos likes et abonnements pour faire connaître mon podcast. Alors n'hésitez pas à en parler autour de vous et à partager sur les réseaux sociaux. Allez, je vous dis à très vite. Ciao.